c'est vrai qu'on a très souvent parlé des guerres d'influence, des recherches de renseignements, des réveils d'agents dormants en pensant assez spécifiquement à la Russie. Eh bien, on apprend aujourd'hui une nouvelle affaire qui concerne une fois de plus le Parlement européen, une affaire d'espionnage, Magali, mais qui vient de Chine. Donc. Oui, vous imaginez l'embarras du côté de Berlin, alors qu'Olaf Scholz, on le rappelle, était en Allemagne il y a tout juste une semaine. En Chine, pardon. En Chine, le chancelier allemand, regardez, en Chine sur ces images, il y a tout de suite... Oui, bon, le lapsus, bon. Ça, c'était des images datant d'il y a une semaine, donc son deuxième voyage en Chine en 2 ans, pour évidemment soigner les relations commerciales avec Pékin, son partenaire privilégié. 2 affaires d'espionnage ont été révélées, coup sur coup, donc en Allemagne. On va commencer par la dernière en date. C'était ce matin, on a appris qu'un assistant parlementaire avait été arrêté à Dresde. On le voit ici sur cette image floutée. Ça avait été publié sur une page Facebook. Il s'appelle Jian Guo. C'est un ancien homme d'affaires. Il a 43 ans et la double nationalité. Il est à la fois allemand et chinois. Depuis 2019, il travaille pour cet homme. Regardez là à gauche, Maximilian Krah, eurodéputé de l'AfD, le parti de l'extrême droite, qui lui est soupçonné d'être un peu trop complaisant avec la Russie. Ça fait peut-être un peu beaucoup. En tout cas, les 2 hommes se connaissent depuis très longtemps. Le parquet allemand précise que l'assistant parlementaire est soupçonné de 2 choses. D'avoir transmis des informations au service secret chinois et d'avoir espionné des opposants chinois établis en Allemagne. Il est actuellement interrogé par les enquêteurs allemands. Donc c'est la justice qui s'est emparée de cette affaire. Et le Parlement européen l'a suspendu avec effet immédiat. Alors voilà pour la première affaire. On va revenir à la deuxième dans une petite seconde. Magali, d'abord, l'autre... Magali. C'est une guerre d'influence. Un assistant parlementaire peut révéler quoi? Quelle peut être la problématique venant d'un assistant parlementaire? Il peut quand même relayer ce qui se dit dans les débats, à l'intérieur des groupes parlementaires. Commission, ouais. Ça donne quand même des informations aux Chinois de première main. Et puis en plus, manifestement, il a aussi transmis en effet des informations sur les opposants chinois. Donc ça peut avoir un impact. Et puis ce que ça montre quand même, parce que c'est pas la première affaire de ce type qui vise le Parlement européen, c'est quand même à quel point les Chinois et les Russes ont des relais à l'intérieur de ce. Vous connaissez par cœur le Parlement européen, pour y être allé plusieurs fois évidemment et couvrir des sessions pour nous. Quand on est candidat, quand on est député européen, on choisit soi-même son équipe. Les équipes ne sont pas scannées par les autorités, par le Parlement. Alors oui, je ne sais pas s'il est à l'intérieur des équipes, c'est scanné. Les eurodéputés, oui, évidemment. Oui, bien sûr, oui. Évidemment. Mais là, manifestement, comme le disait Magali, il y a un problème sur la tête de l'AfD, oui, c'est ça, ouais. C'est-à-dire du parti de la droite radicale allemande, qui est candidat et tête de liste pour les élections européennes, qui lui s'est retrouvé épinglé dans une autre affaire où là, il avait été accusé de corruption pour relayer des informations favorables à la Russie. Donc on voit que ce parti de la droite dure allemande, l'AfD, a manifestement, des connexions qui, évidemment, issues de l'Allemagne de l'Est, en fait. Oui, donc ça. on voit bien que tous les réseaux, résultats de l'histoire, aussi la façon dont l'Allemagne manifestement un véritable problème d'espionnage, est une cible privilégiée, que ce soit pour la Russie ou pour la Chine. Alors justement Magali, parce que vous disiez que c'était embarrassant, je reviens à vous juste après Marc, parce qu'il y a une deuxième affaire qui est elle aussi très embarrassante. C'était hier, on a appris que 3 autres personnes ont été arrêtées également en Allemagne, soupçonnées également d'avoir transmis des informations à Pékin. Et là, il s'agit d'informations technologiques sensibles, sans doute à visée militaire d'ailleurs. Exactement, arrêtées, elles, dans l'ouest du pays, dans l'ouest de l'Allemagne. Il y a longtemps que les services allemands les avaient repérées. 2 hommes et une femme qui travaillait donc pour la Chine depuis au moins juin 2022. Alors le principal suspect, c'est Thomas R. Il travaillait pour le compte d'un employé du ministère chinois de la sécurité de l'État. Il aurait notamment récupéré des informations sur des technologies innovantes pouvant servir effectivement à des fins militaires. Pour chaque information fournie, ces 3 personnes touchaient des dizaines de milliers d'euros. Ouais. L'affaire est très grave, mais la Chine dément et crie à la manipulation. C'est le porte-parole du ministère des Affaires étrangères qui s'est exprimé ce matin. L'intention de ce type de battage est très évidente. Il s'agit de salir et de discréditer la Chine et de détruire l'atmosphère de coopération entre la Chine et l'Europe.
Ce que nous voulons souligner, c'est que la Chine a toujours adhéré au principe du respect mutuel et de la non-ingérence dans les affaires intérieures des autres pays pour coopérer avec les pays du monde entier, y compris l'Europe. Voilà. Visiblement, l'Allemagne est sortie d'une certaine forme de naïveté jusqu'ici. Elle ménageait énormément son partenaire chinois, son puissant partenaire économique. Et visiblement, cette époque est révolue parce que les autorités allemandes ont décidé donc de passer à l'attaque. Eh oui, il va falloir. Merci beaucoup Magali. On détaillera ça encore plus précisément tout à l'heure à 17h dans le grand dossier. Marc Semot, on pensait peut-être assez naïvement que les Chinois étaient plus intéressés par les secrets industriels. Bon, manifestement, il y a quand même des histoires d'influence politique, première affaire, et de vol de secrets militaires. Mais on est à la jointure des deux. Ouais. C'est-à-dire, là on découvre un peu l'évidence. On savait depuis des années qu'il y avait énormément une activité intense du renseignement chinois au niveau économique, de l'espionnage économique, dans tous les pays européens, notamment, et en premier lieu en Allemagne, qui est la première puissance économique européenne. Donc ça, c'est pas nouveau. Mais ce renseignement économique a aussi une valeur stratégique. Et plus que jamais maintenant, où en plus, le G7, les États-Unis, mettent en cause la Chine pour l'exportation vers la Russie de technologies duales, c'est-à-dire qui sont aussi bien utilisables pour le militaire que pour le civil. Donc c'est assez logique qu'il y ait cette activité de ces espions. Et là, justement, ces espions de Düsseldorf, je ne parle même pas de l'influence au travers de l'AfD, c'était notamment sur des moteurs de navires, ce qui pour les Chinois est essentiel, parce que le problème, la Chine maintenant veut avoir une flotte un jour à même de rivaliser avec celle des États-Unis, ils en sont quand même encore assez loin, et donc ces technologies en matière de moteurs de bateaux, apparemment, sont très importantes. Donc ces activités ont toujours existé, elles fleurissent maintenant plus que jamais. Ce qui est intéressant, c'est aussi de se poser la question de pourquoi maintenant ça sort. Alors justement, écoutez ce que dit Jean Lucas, ancien agent à la DST. Il était dans la matinale ce matin de Jean-Baptiste Boursier et il explique justement qu'il y a aussi une question de timing. Écoutez. C'est pas si facile que ça d'arrêter les espions. C'est un travail de haute voltige, c'est très compliqué, c'est très long. Et là, ce qu'on voit, là, les services allemands ont arrêté, je pense, des espions russes il y a quelque temps. Ils arrêtent des Chinois, ça veut dire que non, ils travaillent. Il n'est pas impossible qu'ils les aient eus sous le coude depuis un certain temps et que pour des raisons de politique immédiate, on leur ait dit tiens, ce serait bien d'arrêter des gens et qu'ils en aient profité pour les arrêter juste à ce moment-là. Et voilà, juste à ce moment-là, comme ce que vous nous disiez, Marc Semot, il y a un instant, bonjour à vous, Général Kempf, merci de nous avoir rejoints. Il y a un moment pour faire des arrestations qui peuvent être tombées pile poil. Ah bien sûr. Ouais. Ah bah bien sûr, oui, et je suis assez d'accord. Pardon. Je suis assez d'accord sur la question du timing. Maintenant, c'est pourquoi Scholz est allé à Pékin la semaine dernière. Il était assez intéressant parce qu'il a demandé aux Chinois d'intervenir dans le cadre d'éventuelles négociations entre l'Ukraine et la Russie, ce qui a un peu agacé certains de ses alliés européens et éventuellement américains, parce que tout le monde dit mais attends, pourquoi ils demandent aux Chinois ? Je veux dire, les Chinois ils sont alignés aux Russes. Et donc finalement il y a aussi une manière de dire bon ok, j'ai donné quelque chose à droite, je reprends à gauche, c'est un jeu de poker. Natalia, sur ces secrets, justement, ce qu'on évoquait à l'instant avec Magali, avec Marc, est-ce qu'on peut imaginer, parce qu'on sait bien entendu que la Chine et la Russie, alors la Chine a refusé, a expliqué très clairement qu'elle n'avait rien à voir avec la Russie, qu'elle n'envoyait rien en Russie, etc. On peut imaginer que de tels secrets, par exemple, puissent être partagés, par exemple, avec la Russie ou pas ? Notamment, je pense à ces fameux moteurs là dont on parlait à l'instant. Oui, non. Moi, j'ai l'impression que de toute façon, ces derniers temps, et ces guerres, de toutes les façons, elles sont moins militaires, mais c'est de plus en plus, regardez, on ne dit plus tel président va dans tel pays, voir un autre président, on parle toujours des services spéciaux. En fait, c'est la guerre des services spéciaux. Et qui dit services spéciaux dit l'espionnage. Au fait, la guerre est de plus en plus une guerre cognitive, et la guerre cognitive, c'est la guerre des propagandes. Il y a des propagandes blanches, grises et noires. On apprend ça dans les facultés de journalisme
journalisme en Russie, où le service militaire est obligatoire, et on apprend ce type de propagande. Les écoles de journalisme, on apprend la propagande, c'est bien ? Oui. En Union soviétique, ceux qui ont fait du journalisme sont obligés de passer par la chaire militaire, et la propagande est enseignée. Voilà, donc la propagande blanche, c'est quand il n'y a que des faits. Après, la grise, c'est quand on vous laisse interpréter les faits, et la noire, c'est quand... Et on est plein dans la noire. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de chaînes Telegram, d'instituts, de think tanks, et tout le monde envoie sa version des choses sans aucune preuve, au fait. C'est à nous de chercher les preuves. Donc, tous ces espions, et quand on dit c'est un espion... On dit dans le conditionnel, donc c'est pas prouvé. Et j'ai l'impression que parce que aujourd'hui on est dans cette espèce de guerre cognitive, et la guerre cognitive c'est la guerre qui n'est pas au front, qui est dans les arrières. En fait, le but de la guerre cognitive, c'est rendre la population folle. Ouais, c'est ça. Et sur le volet politique, Yuri Clavillier, parce qu'il y a, donc là on a un volet technologique, on a bien compris, bon, c'est assez classique effectivement en termes d'espionnage, de vol de secrets industriels, etc. Sur le volet politique, d'infiltrer comme ça au Parlement européen par exemple, on pouvait penser que les Chinois, alors les Russes, on savait qu'il y avait des infiltrations et que c'était assez efficace. On pouvait penser que la Chine serait plus intéressée par exemple pour infiltrer la politique en Afrique. Par exemple, elle essaye d'avoir une grande influence en Afrique, la Chine. Après, en Afrique, c'est sur d'autres leviers, mais en Europe, ce qui est intéressant, c'est de noter le parti en question. On parle d'un parti d'extrême droite qui se présente comme plus patriote que tous les autres, et qui serait toujours, comme tous les partis d'extrême droite en Europe et ailleurs, en croisade contre ceux qui sont au pouvoir, contre le système, contre l'ensemble, enfin bref, qui veulent en gros un changement complet de la société. Et c'est toujours ces partis-là qui sont privilégiés par des puissances qui nous sont à minima des adversaires, si ce n'est pas complètement hostiles. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a parce qu'on pourrait dire des patriotes qui sont au service des autres, c'est quand même pas vraiment la définition de l'amour pour son pays. Mais parce qu'en fait, ils ont une haine plus profonde de leur société, qui sont prêts du coup à se collaborer, justement, le mot est tout à fait approprié, avec des puissances qui souhaitent l'affaiblissement de ces sociétés-là, dans l'hypothèse qu'un jour, ils pourraient représenter une alternative suffisamment forte pour prendre le pouvoir. Donc c'est pour ça que c'est un cheval de Troie qui est privilégié par ces régimes-là. Et c'est pour ça que l'Allemagne est plus poreuse que d'autres, ou l'Allemagne n'est pas plus poreuse? L'Allemagne n'est pas plus poreuse que d'autres sur ces questions-là, mais ce qui est intéressant, c'est de noter, il faut évidemment, c'est avec une certaine scepticisme, mais une des collègues de M. Kra a écrit après cette affaire-là que cette personne qui a été interpellée a été un problème depuis plusieurs années, à cause de sa position sur la Chine, la Russie, les États-Unis d'Amérique, Israël, les femmes et d'autres. Ah oui, il y a une continuité idéologique. C'est pas juste un espion qui est venu pour de l'argent. C'est quelqu'un qui avait une idéologie, parce qu'on sait qu'on peut recruter sur plusieurs leviers.